la conscience, le moi et le monde. Deux perspectives se surimposent chez l'être humain, la perspective du moi et celle du soi. Dans la perspective du moi, la perception du monde est remaniée à partir des mémoires conditionnées. Elle est soumise aux diktats du j'aime ou je n'aime pas, des choix et préférences qui constituent le personnage manifesté. Dans la perspective du soi, la perception du monde est directe, non élaborée par la pensée. C'est cette perspective qui est inconsciemment emboîtée lorsqu'une situation est pleinement acceptée. Il n'y a alors ni conflit, ni résistance avec les choses telles qu'elles sont. Le monde est perçu à partir du silence de la conscience. La perspective du moi est transitoire. Elle disparaît lorsque le mental interrompt sa course, que ce soit dans l'état de veille, lors de suspension mentale spontanée ou dans la vacuité du sommeil profond. La perspective du soi est permanente. C'est à elle qu'on se réfère quand on a l'impression de ne pas avoir d'âge, bien que le corps vieillisse. C'est elle aussi qui perçoit les états changeants du corps mental. L'identification est le processus qui restreint la perspective, transformant l'infinitude du soi en la finitude du moi. Dès qu'il y a identification à la forme projetée par le mental, le vécu se restreint, l'infinitude est oubliée et la peur apparaît. Celle-ci est intimement liée à l'identification à une forme transitoire et à l'amnésie du soi qui l'accompagne. Le désir de permanence s'enracine dans le continuum de conscience et se cherche illusoirement dans l'impermanence. C'est une quête sans fin, d'une sécurité jamais trouvée, du fait même de l'intermittence phénoménale. Les psychologies diverses explorent le fonctionnement du moi et les mémoires qui le constituent. Les spiritualités ramènent l'attention vers ce qui transcende la manifestation. Le passage de la connaissance objective à la quête d'essence n'est pas le fruit d'une volonté. Il s'impose lorsqu'il devient évident que la quête n'est pas correctement orientée, tournée vers des chimères qui échappent à la saisie. La félicité est désespérément cherchée dans les êtres, circonstances et situations qui donnent l'impression de la contenir. Une fois l'objet désiré possédé, elle s'évanouit, réactivant ainsi le besoin de la chercher. C'est là qu'intervient l'enseignement, qui pointe vers le vrai nous-mêmes, ne pouvant être appréhendé par la pensée limitée. Il agit comme un doigt pointé qui oriente le regard vers ce qui regarde et l'écoute vers ce qui écoute. Le moi projeté reprend sa position d'objet, cessant de faire croire qu'il est le sujet. L'enseignement agit par son pouvoir de réverbération. Il utilise le vocable « je » pour mieux révéler le silence qu'il désigne. Le « je » se dépouille de ses habits pour se révéler dans son absolue nudité. Il est essence, présence et silence. Il échappe à la pensée, car la contient et la précède. La méditation vient ici faire mûrir la compréhension. Elle est attention tournée vers ce qui n'est pas objet. L'objet désigne ici l'ensemble du perçu, sensation, son, respiration, impression, intuition, expérience et pensée. C'est au prix d'un total abandon de toute objectivation
que le vrai je se dévoile à lui-même. Il est conscience, consciente d'elle-même, sans pour autant devoir se diviser pour s'objectiver. Peu importe qu'on le nomme non-objet, innommable ou totalité, il échappe à toute nomination, désignation ou qualification. Il est l'ultime sujet. Dans une telle perspective, le monde, perception au sein de l'immuabilité de la conscience, perd son caractère problématique. Le refus, qui est la tendance inhérente du personnage projeté, disparaît. Les paroles et actes ne jaillissent que lorsque la situation l'impose, et non plus au gré des besoins psychologiques d'un moi en mal de reconnaissance. La justesse règne, permettant ainsi à la structure corporelle de se détendre et de s'harmoniser. Le corps et le mental reprennent alors la place qui leur est due, expression transitoire du sans-forme, manifeste du non-manifesté. La beauté, la grâce et la vérité transpirent alors à travers le corps mental, qui accomplit ainsi sa fonction première.